Émission 899. Cette semaine, Phoenix Volume 1 Orbital Resonance. En direct de Montréal, Québec, Canada, vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Oui, c'était ça. C'est quoi le titre que tu as dit? Orbital Resonance. C'était pas Phoenix qu'on lisait? Ouais, c'est ça qu'on a lu. OK. Le volume 1 s'appelle Orbital Resonance. OK, j'avais pas catché. J'étais comme, what? Oui, c'est un Phoenix volume 1 Orbital Resonance. Ouais, OK. Je le garde tout ça, je le coupe pas, là, cette affaire-là. Non, coupe-le pas. Je me dis, si c'est pas le bon titre, il aurait fallu le reprendre, mais là, c'est moi qui est perdu. Ben écoute, la semaine passée, j'ai calé l'épisode 989, fait que je m'en suis rendu compte au montage après, mais il était trop tard, fait que c'est pas... Ben regarde, là on est rendu à 899. Hey, c'est pas rien. C'est pas rien quand même. Hey, Benoît, merci au micro. Et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres sont chargés d'énergie cosmique. Ah, mais ça. Crissement plein d'énergie cosmique. On n'a pas le choix. C'est lundi. On n'a plus le choix, c'est ça. C'est ça. Il faut de l'énergie cosmique pour commencer une bonne semaine. Ouais. Sinon, on est fatigué après le mardi seulement. Et je vous les présente à l'instant. Il craint le Shi'ar Empire. Simon Chénier est avec nous. Salut, Simon. Hello. Je reformule ça. C'est le Shi'ar Empire qui te craint. Oh, OK. Ouais. Deep cut de référence aux X-Men pour les gens qui savent pas c'est quoi. Allez taper ça, le Shi'ar Empire. Bonne chance de retrouver. Rien à voir avec l'album de Cher Chier Noël. Cher Noël, non. Hey, cette semaine, c'est juste Simon puis moi parce que Laurent Boutin a eu une grosse fin de semaine dans le cadre du Festival BD Montréal qui avait lieu ce week-end, les 3 dernières journées, vendredi, samedi et dimanche. Puis même s'il a plu, il a travaillé très fort. Fait qu'aujourd'hui, il a congé. Et la semaine prochaine, c'est la 900e des Mystérieux Étonnants. Et en fin de semaine... Peux-tu croire? Non. puis on s'est rendu là. Puis tu crois que dans 2 semaines, j'ai 44 ans puis je suis pas mort encore. Ben, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Moi, je pensais que la 43e était ma dernière, mais finalement, non. Donc, moi, d'après moi, je suis parti pour un petit bout. Mais non, 900e, la semaine prochaine, je suis avec Johan. Tu sais, ça paraît que ça fait longtemps que je fais ça, puis je me suis dit, ça me tente pas de faire de quoi de spécial. On vous prend pour acquis, c'est ça que je suis en train de vous dire. Donc, j'ai décidé de faire un clip show. Et en fin de semaine, au Festival BD Montréal, j'ai enregistré des segments avec des gens que j'ai rencontrés, dont des auditeurs, des auditrices et des amis de l'émission. D'ailleurs, Simon puis moi, on vient d'enregistrer un petit segment en cours avant l'émission. Pardon. Voyons, de la misère. Donc, je vais jouer ça la semaine prochaine avec Johan. Ça va être bien casual. Rien de spécial, mais la 1000e, si on est encore en vie, risque d'être quelque chose. Puis ça risque d'être dans 2 ans parce que c'est à peu près notre rythme habituel. Ouais. Mais la semaine prochaine, c'est ça. Spécial 900e avec des clips, des extraits. Je vous fais participer. D'ailleurs, vous pouvez encore participer d'ici la semaine prochaine si vous voulez m'envoyer un speak pipe. Donc, c'est un message vocal pour nous souhaiter une bonne 900e ou si vous avez des commentaires, suggestions ou whatever. Pour la semaine prochaine, ce serait vraiment cool d'en avoir. J'ai déjà notre auditeur Étienne Cormier qui en a envoyé un pour la semaine prochaine. Vous avez le temps. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. Si ça vous tente, c'est là, on va vous faire passer. D'ailleurs, Simon, pour se réchauffer, on peut commencer, si tu veux bien, avec des messages vocaux. Ben, let's go. J'en ai quelques-uns, dont celui qui devient comme une tradition semaine après semaine, le podcast dans un podcast, celui de l'auditeur Togi qui drop du lore, comme il dit, si bien, de Warhammer. Donc, il nous explique... J'ai pas écouté, en fait, son segment, fait que j'espère qu'il n'y a rien de problématique dans son extrait. Mais on va écouter ça, là. Salut, mystérieux. Salut ceux qui peignent, bienvenue au Drop Lore Pod de Togi. Cette semaine, on parle d'un être bien particulier, l'Empereur. L'Empereur de l'humanité a réussi à rejoindre toute l'humanité sous une même bannière grâce au Webway, une espèce d'autoroute artificielle interdimensionnelle qui permet de franchir des distances astronomiques en un temps record. Car oui, les voies de communication et de transport sont encore la clé de la guerre en 40 000. Comme le REM. L'empereur a aussi fait bannir toute forme de culte ou religion. Ironiquement, il en est devenu une. Il a fait bannir toute forme de AI. Et on parlera à un autre moment comment l'humanité fait pour computer. L'empereur est présentement sur un trône maintenu en vie artificiellement pour maintenir le Webway fonctionnel. Et pour ce faire, on prend 1000 personnes avec des pouvoirs psychiques par jour et on les met dans un petit blender pour y faire un smoothies.
Ouais, c'est un peu horrible. C'est tout le monde, c'était l'Empereur de l'Humanité. La semaine prochaine, on va brièvement parler du chaos, du warp et des 4 entités qui le consomment. Oui, les dieux du chaos. Ah, il y a des dieux là-dedans, ok. C'est bon. Ben, merci Tuggy pour ton drop Lord de cette semaine. On va continuer avec un auditeur de longue date que j'ai vu d'ailleurs en fin de semaine au Festival BD Montréal. J'ai nommé Martin. Hey, salut les LME, c'est Martin. Cette semaine, pour les chroniques de Tuggy sur l'univers 40K, encore une fois, tout va bien, je prends des notes et j'attends la suite. Pour Simon, je me demandais si, dans ta lecture des X-Men, tu avais passé par le Elsewhere de John Byrne. Juste avant la pandémie, il a fait une 30aine de singles qui poursuit sa run des mutants, qu'il a quitté au numéro 143 avant d'aller au FF. On peut facilement la trouver en ligne en format PDF. Perso, j'ai trouvé très satisfaisant. C'est sûr que je suis un gros fan de son work à la base, même si des fois, ça peut être très verbeux. Tu me diras ce que t'en penses. Pour Ben, un gros merci pour le get-together de samedi. C'était vraiment le fun de voir tout le monde. Hey, à la prochaine, la gang! Merci Martin. Ben oui, c'est ça Martin, je l'ai vu en fin de semaine. On s'est fait un petit get-together entre auditeurs et Mystérieux Étonnant au bar Le Boudoir, pour pas le nommer. C'était un événement off FBDM. Donc on a bu quelques bières, c'était bien sympathique. Est-ce que tu as lu ce que Martin te demande, cher Simon? Non, je n'ai pas lu ça. D'ailleurs, je suis en train un peu de relire, de lire pour la première fois X-Men Classics, que ça c'est écrit par John Burns? Chris Claremont. OK. Et c'est des ajouts à sa run de l'époque. Fait que c'est comme des pages de plus qui ont rapport avec ce qui se passait. Mais pour John Byrne, non, je t'aimais pas au courant. OK. Je vais me renseigner, je vais checker ça. Tant ça, t'as quelque chose d'autre à ta longue liste. Tu pensais être passé au travers, mais finalement, elle se rallonge. Et finalement, un message de Raphaël. Une autre très bonne question cette semaine de la part de Raphaël. Hello, c'est Raphaël. Nous sommes dimanche matin, il est 16h, et lorsque je regarde le ciel, tout indique qu'il y aura une autre averse de questions. Voici donc ma question. Les super-héros sont omniprésents dans notre paysage culturel. Pourtant, il n'y en a pas toujours été ainsi. On a juste à reculer que d'environ 100 ans pour constater leur absence. Ou en tout cas, constater qu'ils ne prennent pas la forme d'une figure quasi mythique à la Superman qui va venir nous sauver. Donc, je me questionnais donc sur l'avènement de ces différentes figures de super-sauveurs dans notre paysage culturel. Donc, j'ai hâte de vous entendre à ce sujet. Puis j'en profite pour vous remercier d'avoir organisé le super get-together d'hier. C'était vraiment fantastique. Moi, j'ai fait des belles rencontres, puis je me suis beaucoup amusé. Je remercie tout le monde qui était là, puis au plaisir de vous recroiser, d'échanger avec vous. Au revoir. Très bonne question, Raphaël. Merci. Je pense que j'ai une piste de réponse. Toi, est-ce que tu as quelque chose de ton côté? J'ai absolument rien. Là, citez-moi... OK, c'est bon. Vas-y, let's go. Citez-moi pas, hein, parce que sûrement qu'un historien ou un anthropologue pourra défaire tout ce que je vais vous dire, mais à ma connaissance, si je me souviens bien, dans début du tournant du siècle, là, puis dans les années 30 et 40, où est-ce que les super-héros ont commencé à arriver, il y avait entre autres la migration des gens des milieux ruraux vers les grandes villes. Puis oui, il y a eu des villes auparavant, puis il y a eu des grandes cités, mais pas les villes comme on les connaît aujourd'hui. Hein. C'était l'industrialisation qui commençait. Et donc, avec cette arrivée massive dans les villes, les gens ont eu... il n'y avait plus comme le voisin. Tu connaissais pas ton voisin, contrairement dans le temps, dans les petits villages. Puis ça vient avec des avantages et des inconvénients. C'est cool, tu connais tout le monde, mais en même temps, tout le monde te connaît, puis tu peux pas te réinventer. C'était comme le fils d'une famille de ripoux, ben on va associer le fait que toi aussi tu es un ripou, ce qui n'est pas le cas dans les grandes villes parce que tu es anonyme, mais avec cet anonymat-là, il vient beaucoup d'inquiétude. Et le super-héros, à ma connaissance, a émergé un peu de cet afflux de gens dans les grandes villes. Donc une réponse de l'imaginaire pour adresser des craintes. Et il y a eu les vigilantes, il y a eu les super-héros, et à ma connaissance, je pense que Superman était le premier, sinon un des premiers. Donc c'est la réponse la plus... intelligente que je peux te donner, Raphaël. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour toi.
C'est une bonne affaire. Merci. Oui, bravo. Mais je pense. Mais il me semble que ça, j'avais lu là-dessus, puis ça faisait partie de l'équation. On va continuer avec toi cette semaine, les nouvelles, mon cher Simon. Yeah. Je vais vous parler en premier de ma lecture de l'événement dans les X-Men qui s'appelle The 12. The 12? The 12. The 12, en fait, ça a été publié à la fin de 99 pour coïncider avec le tournant du millénaire. Tu sais. Oh, oui. Mais c'est une histoire que on nous tease depuis des années dans la lecture. C'est des éléments qui viennent de justement la run de Chris Claremont, un peu de Louise Simonson aussi. Puis il n'y avait jamais eu de réponse là, par rapport à ça. T'sais, on nous parle des 12, mais on ne sait pas trop c'est quoi. Puis, fait que là, moi, j'étais bien curieux. Je sais que ça s'en venait. Je sais aussi que c'était pas super bien coté, disons. Disons que la réception n'était pas super. Fait que c'est ça. Là, The 12, en gros, l'histoire, c'est il y a 12 personnes, 12 mutants qui ont des pouvoirs qui se... Comment dire? Mis ensemble, ils vont pouvoir sauver l'avenir. Mais Apocalypse a décidé que non, je vais les kidnapper les 12 et je vais transférer mon corps dans le corps de X-Man, Nate Grey. Mon corps, tu veux dire son esprit plutôt? Oui. Excuse, sa conscience ou je sais pas trop. Puis c'est un peu ça, l'histoire. Disons que, parce qu'évidemment... En faisant ça, là, il devient super puissant et l'Apocalypse. C'est un petit ratoureux, Apocalypse. Ouais, pas mal. Surtout là, ça faisait un bout qui était revenu. Là, puis, fait que là, l'affaire, c'est ça, c'est que l'événement est, comme ma critique présentement, est très décousu. Parce que ça se tient dans quelques livres, quelques séries. On a du Uncanny X-Men et X-Men, Wolverine, Cable et X-Man. T'aimes ça comment je le prononce? X-Man. Je l'entends, mais c'est parce que je sais que tu prononces le A parce que c'est X-Man au singulier. Ouais, pas man. Fait que là, puis en fait, l'histoire, celui qui a comme écrit ce que c'est devenu de 12, c'est Alan Davis, qui a déjà écrit sur Excalibur, puis qui est aussi un dessinateur. Lui, dans ce temps-là, il était sur X-Men et Uncanny X-Men. Il dessinait un des deux, puis il y avait de l'aide pour les scénarios avec d'autres auteurs, mais le gros de l'histoire, c'est lui qui l'a fait. Mais l'affaire, c'est ça, c'est que tout découle de l'événement de Shattering que j'ai lu un peu avant, où Professeur X vire un peu sur le top, puis fait qu'il chicane toutes les X-Men d'une façon vraiment intense. Puis là, eux, ils décident de s'en aller, mais il reste Jean Grey, Cyclops et Wolverine. Mais Wolverine, là, à ce moment-là, il fait comme non, moi je vais rester. Puis je suis comme, il me semble que c'est pas son genre. Il me semble qu'il serait le premier à s'en aller, ouais. Il n'en faut pas grand-chose pour que Wolverine saque son camp des X-Men puis qu'il revienne. C'est ça. Mais là, c'est parce que plus tard, on apprend que ce Wolverine-là a été remplacé par un Skrull. Après The Shattering, c'est devenu un genre de mini Secret Invasion. Avant Secret Invasion. Ouais, la série des années 2000. Hein. Fait que là, c'était pour ça que Professeur X s'était fâché contre tout le monde. C'était pour voir qui était le Skrull, parce qu'il savait qu'il y en avait un. Fait que là, ils se sont tous remis ensemble. Et en tout cas, l'affaire, c'est ça, c'est que vu que ce Wolverine-là se fait tuer un moment donné, tout le monde est comme, ben là, ça peut pas être Wolverine parce qu'il meurt. Mais là, en même temps, tout le monde se fait attaquer par Death, qui est un des chevaliers de Apocalypse.
dans le passé, ça a été Angel qui était Death, mais là, c'était Wolverine, c'était Logan. C'est Logan. C'est à ce moment, c'est là qu'on apprend comment, parce que depuis que Magneto lui avait enlevé son adamantium, il était toujours ses griffes, c'était comme en os, ouais. Ses os, ouais. Ses os, ouais. Ses os, son os, ses os, ses os. Ouais, ses nos. Nos. Fège. Puis, fait que là, moi j'avais hâte de savoir comment il allait avoir son adamantium, parce que maintenant, il l'a encore. Puis c'est quand que Apocalypse a décidé de prendre l'adamantium qu'il avait sur Sabretooth et le mettre sur Wolverine pour qu'il devienne son chevalier de la mort. Puis là, après, il y avait Caliban qui était un autre, qui était Pestilence. Il y avait, en tout cas, tu sais, il y a ces 4 chevaliers, puis là, ils ramassent les 12, et les 12, ben, c'est parmi comme la moitié des numéros que j'ai lus, ils se font comme kidnapper. Dans les 12, il y a Magneto, Polaris, Storm, Sunfire, Iceman, Cyclops, Phoenix, Cable, Bishop, Michael Rasputin, le frère de Colossus, Professeur X et The Living Monolith. Puis quand on dit Phoenix, est-ce que c'est Jean Grey ou c'est Rachel Summers, sa fille? C'est Jean Grey. Okay. Par contre, Rachel Summers a rapport avec l'histoire, mais je rentrerai pas là-dedans. Ouais. Parce que ça, c'est comme dans le futur avec les Ascani, avec la religion qui est comme basée sur... Les gens pensent que Rachel Summers est comme la sauveuse. En tout cas, c'est loin. C'est loin, c'est compliqué, c'est un univers parallèle. Mais c'est l'univers que me semble que Cable vient de là. Ouais, c'est ça. Mais bref, c'est ça. Puis il kidnappe aussi X-Man, l'autre, pour justement faire l'échange de sa conscience dans le corps de l'autre, mais c'est Cyclops qui réussit à se sacrifier pour se sauver de ça, mais de la façon que c'est fait, ça arrive tellement vite, puis c'est comme, il n'y a pas de charge émotive dans ce que je lisais, là. C'était juste des idées, puis on n'y aise pas, puis c'était pas comme... on dirait que ça fait tellement longtemps qu'ils teasaient ça que tu t'attends à ce que ça soit plus gros, mais finalement, c'est juste une petite affaire. Tu penses qu'ils l'ont fait pour s'en débarrasser? Peut-être, ou peut-être qu'il y avait une idée, mais avec le marché de l'époque, peut-être qu'il n'y avait pas autant de demandes pour autant de titres de X-Men ou quelque chose de long. Fallait comme tu dis, après tout ce temps-là, qu'importe qu'il aurait fait, il aurait fallu que ça soit vraiment excellent pour que les gens soient satisfaits. C'est ça, puis puis l'événement en tant que tel, tu sais, quand tu le lis, c'est correct, mais au final, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, après, on tombe sur une affaire vraiment décousue qui s'appelle Ages of Apocalypse. Ouais. Puis là, on est dans la conscience de quelques personnages et c'est un autre genre de futur parallèle où, tu sais, comme... Mais qui n'a rien à voir avec Age of Apocalypse? Non, c'est ça. Je pense qu'il y en a un qui est plus inspiré d'eux, mais en même temps, il y a des affaires qui marchent pas. Mais aussi, tu sais... Moi, c'est ça qui me fait rire. C'est qu'il y a un numéro de Wolverine sous Ages of Apocalypse. Il n'y a aucune indication au début qui dit pourquoi c'est ça. Mais là, on commence à lire et là, c'est les Fantastic Four avec Wolverine, Ghost Rider, Hulk, puis Spider-Man. OK. Puis, tu sais, c'est juste un numéro, puis ça finit comme... C'est un genre de what if. Ouais, mais ils te disent pas, fait que... Tu sais, mettons, tu fais juste lire Wolverine, t'arrives à ce numéro-là, ça t'es comme, qu'est-ce que je viens de lire? Puis, fait que c'est vraiment... C'est étrange, les comic books fin 90. Ouais. Mais là, j'arrive 2000. Là, j'ai fini 99. Il milk de corps, comme on dit en anglais. D'après moi, il sortait beaucoup de numéros pour essayer de noyer le marché. Puis là, t'achetais, pensant que ça allait peut-être avoir un lien. Mais disons que la qualité n'était pas tout le temps au rendez-vous. Non, c'est ça. Mais ce qui est plate aussi, c'est que, tu sais, comment dire, l'écriture est quand même pas si pire. Les personnages sont quand même bien représentés, puis les dessins, ben, ils sont pas pires, sauf pour le numéro 50, non, le numéro 75 de Cable qui ont ramené Rob Liefeld.
Oh! Ça fait mal. Hein. Quand ça fait longtemps que tu l'as pas vu, là. Est-ce que tu penses qu'il commençait à avoir son genre de réputation de légende à ce moment-là ou il était encore très actif? Non, c'était plus légende, mais je pense qu'il était parti depuis longtemps. Ouais, il faisait un bout qu'il était parti. Je pense que je l'ai relu 2-3 fois, là, mais depuis son départ, mettons. Mm-hmm. Il avait quitté Image. Il avait quitté Marvel depuis longtemps. Ouais, c'est ça. Okidou. Fait que c'est ça, c'était bien, mais je veux dire, j'ai hâte de quelque chose de vraiment bon, là. Mm-hmm. T'es dur, là. Ouais, mais j'en ai encore pour, je pense, 2 ans ou 2-3 ans, puis je pense que tu vas être correct. Après 2001, tu vas être correct, je pense. Ouais, c'est ça. Après cette période-là. Ouais. Triste nouvelle, Simon, je sais pas si tu l'as vu passer sur les internets, et non, je parle pas des extraits des beaux dimanches que tu as mis hier sur ton Instagram en pleine soirée qui m'ont rappelé la fatalité de la vie et de la fin de toute chose. Je parle du décès du scénariste américain, très prolifique scénariste américain, Peter David, qui est décédé au courant des dernières journées à l'âge de 68 ans. C'est Kathleen O'Shea David qui a annoncé sa mort sur les médias sociaux. Il faut dire que la nouvelle commençait à faire le tour du milieu des comic books américains. Donc, elle a décidé d'adresser la situation. Pour les gens qui ne le connaissent pas, Peter David, c'est un gars qui a été excessivement prolifique dans sa vie. Non seulement il a écrit des comic books, mais il a aussi co-créé des personnages de comic books. Il a écrit pour la série télé, il a écrit des cartoons, il a écrit des romans. Il a entre autres travaillé sur les séries de Hulk, Aquaman, Young Justice, Spy Boy, Supergirl, Fallen Angel, Spider-Man 299, Captain Marvel et X-Factor. Il est le co-créateur d'ailleurs de Miguel O'Hara, le Spider-Man de l'an 2099. Tu l'as racheté quelque chose? Je veux dire que ça run sur X-Factor. La première, moi, j'ai pas lu les autres, mais la première était excellente. C'est un très bon auteur. Moi, j'ai lu beaucoup de ses romans de Star Trek. D'ailleurs, il a écrit de nombreux romans de Star Trek. Il a même créé une propriété qui était dans l'univers de TNG, donc de Next Generation, et qui est comme considéré canon. C'est pas tous les romans de Star Trek qui sont considérés canon, mais celle-ci le serait. Ça s'appelle Star Trek New Frontier. C'est une longue série avec des nouveaux personnages. Il y a eu des dizaines et des dizaines de romans, puis de ce que j'ai vu, c'était très bon, c'était apprécié des fans. Malheureusement, à ma connaissance, en date d'aujourd'hui, elles ne sont plus disponibles. C'est out of stock, comme on dit en bon français, mais c'est très bon. J'avais lu certains livres de TNG qu'il avait écrits. J'en ai un, je pense, dans mon décor en arrière de studio. Okay. C'est un grand fan de Star Trek. C'est quelqu'un qui comprenait bien l'univers et les personnages. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu de lui. J'ai dit qu'il avait co-créé Spider-Man 2099, mais il en a fait plein d'autres. Le Maestro, Patreon, Random, Strong Guy. Random. Il y en a plein, là. Il y en a plein. Je disais qu'il avait écrit pour la télé, entre autres, le cartoon Ben 10. Donc, pas moi 10 ans, mais bien le Ben 10. Young Justice, encore une fois. Et quelques-uns des rares épisodes que J. Michael Straczynski n'avait pas écrit de Babylon 5, la série de science-fiction des années 90. J. Michael Straczynski, qui est aussi un auteur de BD, avait écrit quasiment la totalité des épisodes. Mais Peter David en avait écrit quelques-uns. Il faut dire que dans les dernières années, là, Peter David, sa santé était très chambranlante. Il y avait eu un ACV en 2012, puis en 2021 ou 2022 à peu près. Ça a été suivi d'une série de petits ACV, crise cardiaque. Et là, il est décédé. Il était venu au Comic-Con de Montréal, je pense, il y a quelques années. Je pense que Jake l'avait même croisé rapidos là, à son kiosque. Donc, c'était un type que j'aimais beaucoup. J'aimais bien son style. Donc, en espérant qu'il n'a pas trop souffert, on souhaite que ça aille bien éventuellement pour sa famille. Donc, Peter David, si vous avez la chance de mettre la main sur son stock, il y en a beaucoup. Ouais. Ça run sur Hulk et légendaire. C'est ce que j'entends beaucoup. Je dois avouer que je ne l'ai jamais lu. Ça a été une série de longue haleine qui a redéfini le personnage. Je serais très curieux de voir s'il y a des éditions de collection. Je suis persuadé que oui. Puis je serais bien curieux de la lire. Je sais qu'elle est souvent citée comme une des meilleures séries de Hulk. Avec celle que tu avais lue récemment, qui était dans le body horror. Là. Immortal Hulk. Yes, mais bon, ça fait partie du grand canon qui va sûrement inspirer éventuellement d'autres films et dessins animés pendant encore des dizaines et des dizaines d'années. On va continuer avec toi, Simon. Si tu veux, je peux te parler de moi qui continue à vivre dans le Matthias You, le mois de mai. Il te reste quelques jours au Matthias Mew Month? You? Matthias Mew Month? Matthias You. Matthias Mew. It's gonna be Matthias Mew. Ah oui, c'est vrai. Il me reste pas... puis il me reste... c'est pas pire, je pense que il me reste pas grand film à écouter.
Rappelle donc, c'est qui, pour les gens à la maison qui pensent qu'on vient d'avoir un ACV? Ouais, Mathias Yu est un acteur de films de série B, majoritairement. Un genre de grand colosse musclé avec des cheveux longs blonds. Un mélange un peu d'Arnold et de Fabio. Oh, oui. Qui fait un peu d'arts martiaux. Il joue toujours les sbires de méchants. Mm-hmm. Et c'était fascinant de me promener dans sa carrière pendant le mois de mai. T'en as écouté combien, tu penses, dans le mois de mai? Une vingtaine, je pense. Une vingtaine? Ouais. Wow. Ouais. OK. Puis t'as juste gratté la surface? Non, je suis pas mal allé... je suis allé creux, là, puis il en reste plus. Il en reste plus vraiment. T'as gratté le bobo, il n'y aurait plus de... Ouais, non. Il reste qu'un cratère. Ouais. Fait que là... Je vais commencer par ceux qui m'ont pas tant marqué. Mm-hmm. J'ai écouté Executive Target, un film avec Michael Madsen qui joue un stunt driver qui se fait payer pour kidnapper le président des États-Unis. Pourquoi ça? C'est lui qu'on demande de faire ça. Parce que c'est un chauffeur incroyable. Ben oui. Et Mathias Yu, il est là-dedans, mais il dure pas longtemps. Il meurt assez vite. Joue-tu les héros des fois, lui, ou il fait tout le temps les méchants? La plupart du temps, c'est un méchant. Comme dans Digital Man, un film sorti en 1995, il est sur la pochette et c'est le nom qui veut te vendre le film. C'est le premier nom. Mais il joue un cyborg là-dedans qui a un problème un petit bug qui fait qu'il veut amener des codes qui peuvent détruire la planète à un endroit, puis là, il y a un team qui se fait envoyer pour le combattre, mais on focus surtout sur le team. Lui, il est là de temps en temps, puis il tire avec un gros gun, puis il fait exploser des affaires. Fait que... le film est correct, mais sans plus. J'ai écouté Age of Treason. Ça, c'était différent, parce que premièrement, ça se passait dans la Rome antique. Oh, OK. Et c'était... en tout cas, je suis pas mal sûr, selon le look et le feel du film, mais ça semble être un pilote pour une émission de télé. Mm-hmm. Ça se sent quand ils ont essayé de faire ça. Ouais. Et là-dedans, il joue un gladiateur, mais avec un grand cœur, qui veut juste vivre librement. Et il se fait... L'idéal d'être vivre libre, c'est devenir un esclave qui combat pour le plaisir des nobles et de la population. Il n'y a pas le choix. Mais là, c'est ça. Le personnage principal est un genre de... C'est comme s'il avait voulu faire une espèce de show d'enquête avec un détective privé, mais dans l'ancienne Rome. Fait que c'est spécial. Oh, wow. J'imagine un gars, tu sais, habillé avec une toge, mais c'est comme Colombo. Excusez-moi, Julius, j'ai une petite dernière question. C'est un peu ça. Fait que c'est pour ça que quand ça finit, c'est comme, il y a son team avec Mathias Yu, puis ils vont vivre des aventures, mais il n'y a jamais eu de suite. Fait que, c'est ça. C'est pas un grand film. Sinon, j'ai écouté The King's Guard, un film de 2000 avec Eric Roberts. Un film qui a de la misère un peu à se situer dans quelle époque il est. Est-ce qu'il est dans le médiéval ou il est dans la guerre de sécession? C'est un peu mêlé. En fait, Eric Roberts veut absolument sortir avec une princesse qui vit dans un château qui est fait en clip art. Puis, fait que là, il y a un stand-off entre les méchants, la gang de méchants d'Eric Roberts et le gentil prince qui veut protéger la princesse. Puis, Mathias Yu, il est bien sûr dans les méchants, mais il ne dure pas longtemps. Non, moi j'ai entendu dire que le film se résorbait quand finalement une des parois du château s'effondrait sur le chien Cléo. Puis là, ils finissent par à détruire le reste du château puis d'arrêter la guerre. Sur du Nathalie Smart. Exact. Puis sinon, j'ai écouté le film Aftershock, un film de 90. Et ça là, le cast est plein de noms dans
monde du série B, dont John Saxon, Christopher Mitchum, Michael Berryman, celui qui jouait Dr. Jacoby dans Twin Peaks, Chuck Jeffries, qui est le Eddie Murphy qui fait des arts martiaux. Et il y a aussi Elizabeth Caton qui joue une extraterrestre et Richard Lynch avec un petit poppy qui est là pour une scène. Mais c'est dans un film post-apo, puis là, un monde où tout le monde fait des arts martiaux, évidemment. Puis tu penses que ça va être ça un peu l'histoire, un film post-apo, puis à un moment donné, il y a un extraterrestre qui arrive, elle est habillée avec un tailleur, puis elle est pas capable de parler, puis là, à un moment donné, elle touche des floppy disks, puis avec ça, elle apprend notre langage. Ah oui, les floppy disks contenaient tout le langage humain. Ouais. Ce qui est drôle, c'est que ça prend pas de temps que la fille a dit « Ouais, mais finalement, je suis ici pour rien parce que j'apprendrai rien de votre espèce. » Okay. Puis là, tu penses que ça va finir, le film va durer une demi-heure, mais non, là, il y a des méchants qui veulent la kidnapper. Là. Puis c'est ça, là-dedans, dans les méchants, il y a évidemment Mathias Hughes. Mm-hmm. Et il ne dure pas longtemps, il meurt assez vite. Puis c'est ça. Sinon, j'ai écouté Fist of Iron, un film de 95 par Richard Munchkin. C'est pas Iron Fist, c'est Fist of Iron. Fist of Iron. Okay. Fist au pluriel, oui. Ouais. Ça, c'est un film un peu très peinture à numéro, là. Genre un gars qui s'en va dans des combats clandestins, puis là, il faut qu'il se batte contre le plus tough. Puis c'est juste qu'il y a tellement d'éléments, le fun, que le film sort un peu du lot quand même. Tu sais, t'as Mathias Hughes qui est le Big Bad, ou le gars des combats, en fait, et qui porte des pantalons avec des poids dessus. Mm-hmm. Ce qui ne rend pas si méchant. Je sais pas. Ça fait très passe-montagne. Ouais. Il y a Sam Jones et Eric Lee dans le film, puis les deux, ils ont comme une chimie que je vois rarement dans ce genre de film-là, puis ils sont le fun. T'sais, ils ont du fun à entraîner notre héros pour le combat final. Puis, il y a des figurants vraiment particuliers. Tu sais, quand tu fixes sur des figurants parce qu'ils ont des faces. Oui. Des faces uniques, là. Il y a ça. Puis, à un moment donné, il y a un bout. Je sais pas si tu as déjà vu le film It's a Wonderful Life. Oh, ça fait longtemps. Que ça finit avec tout le village qui donne de l'argent pour notre héros qui a fucké. C'est ça, mais là, dans ce film-là, il y a un peu ça. Il y a plein de figurants qui viennent donner de l'argent pour qu'ils puissent participer, notre héros puisse participer au combat. Puis, il y a comme il y a un montage où nos trois personnages, le combattant et les deux entraîneurs, il y a comme de l'argent qui tombe, puis il y a un ralenti. Fait que ça fait très magique, étrange. Fait que je trouvais ça particulier, que ça nous rappelle It's a Wonderful Life. Mais... c'est peut-être un hommage. Ouais, peut-être. Conscient. Ouais. Mais récemment, j'avais parlé du coffret des clones de Bruce Lee. Oui. Puis dedans, c'était présenté par un gars qui fait des arts martiaux, mais qui était aussi acteur, Michael Wirtz. Et là, dans ce film-là, Michael Wirtz, c'est le héros du film. Puis je pense que quand il était jeune, il était très beige comme héros. Mais le voir là-dedans, puis de voir qu'est-ce qu'il est devenu, j'ai fait comme, OK, ouais, mais tu sais, je l'apprécie plus dans ce film-là, malgré que c'est pas un grand acteur. Ça. Puis, je vais finir avec le classique TC2000, un film de 1993, avec Billy Blanks et Bobby Phillips et Bolo Young et Jalal Meri. Ah oui, on l'a écouté, celle-là. Ouais. Il y a beaucoup de scènes dans des corridors souterrains et beaucoup d'arts martiaux. C'est un monde post-apo. La scène de les fesses, tes jambes, c'est-tu là-dedans? Non, mais ça pourrait être à la même place qu'ils ont tourné. OK, là, c'est super... Mais ça, c'était... Vas-y, excuse-moi. Ouais, toi tu parles de... Bolo Young une scène dans le film
c'est pas Bolo Young, c'est Eric Lee. Mais il ressemble, je suis désolé. Là, les deux sont très trapus. Il ressemble, mais il est... Il y a un qui a l'air moins méchant. Puis c'est dans... j'ai juste le titre en anglais. Lion Strike? Non. La Reine de Feu. Oui, Ring of Fire 2, voilà. Fait qu'il se bat contre une madame. Avec Don the Dragon Wilson, mais oui, il se bat contre une madame qui est très musclée dans un corridor, puis là, il est juste impressionné par ses formes. Oui. Puis là, il fait des... Oh, les fesses, les jambes. Oh, les jambes. Ouais, c'est super. Mais TC 2000, moi, je le conseille fortement. C'est un excellent, mauvais film. C'est... Billy Blanks, c'est un policier dans le futur où tous les gens sont pognés dans le monde souterrain. Parce qu'en haut, c'est contaminé. Puis là, sa partenaire se fait tuer et il y a des méchants scientifiques qui prennent le corps et la transforment en un cyborg. Et Billy va se mettre en équipe avec Bolo pour combattre le gang des Picasso. Le gang des Picasso. Ouais, parce que leur chef s'appelle Tony Picasso, je pense, quelque chose du genre. Joué par Jalal Meri. Et ils veulent... qui est en équipe... Ben, lui, Tony Picasso est en équipe avec la cyborg, qui est l'ancienne partenaire. Et évidemment, Billy Blanks doit essayer de ramener sa partenaire à sa conscience qu'elle avait, un peu comme Robocop. Là, ouais. Tu veux dire, hey, souviens-toi. Blablabla. Ou l'épisode de Star Trek là, où est-ce que Picard il se fait kidnapper par les Borg. Oui, exact. Puis Mathias, il fait quoi dans cette affaire-là? Mathias fait un des sbires du méchant. Là. Ah non, pas qu'il... en fait, il travaille pour la police, mais tu vois que c'est la police corrompue. Puis, lui, il donne des coups de pied puis des coups de poing, là, puis il meurt. Bon. Voilà. Il est mort comme il l'a vécu. C'est ça, Mathias Hugh meurt pas mal dans tous ses rôles, la plupart du temps. Mais là, tu vas pas faire un deuxième mois. Là, ça a pas l'air... Il n'y a pas l'air d'avoir assez de matériel pour une deuxième année. Non, je pense pas. L'année prochaine, on va trouver d'autres choses. Puis le mois de mai, mais c'est ça. Je pense pas que, tu sais... Oui, il en reste, là, mais je pense qu'il reste rien d'intéressant. Un mois spécial Marie-May. Ouais, je peux faire ça, si tu veux. Le mois mai, paiement. Ah, ouais. En tout cas, t'as un an pour y penser. C'est vrai. Ouais. Je peux y aller? Oui, tu peux y aller. T'as fait l'air comme découragé à la fin de ton affaire. Ouais. T'as eu moins de fun pour le mois de mai que l'autre pour le mois d'avril. February, c'est ça. C'était moins marquant. Ben écoute, en plus, c'est pas le personnage principal des histoires que tu écoutes, c'est moins intéressant. Petite mise à jour, parce que le mois de mars dernier, Marvel Studios avait dévoilé la distribution d'Avengers Doomsday. Je sais pas si tu t'en souviens, un gros coup de marketing. Il avait fait une diffusion de 5 heures de temps. On voyait d'un grand entreprise. Une chaise avec le nom d'un acteur, puis on passait à une autre chaise. Puis écoute, on en parle encore, puis c'était au mois de mars, c'est ça. Puis on avait diffusé les noms des acteurs qui allaient jouer dans Avengers Doomsday. Et là, Marvel Studios a annoncé la semaine dernière que finalement les sorties de Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, qui étaient censées sortir l'année suivante, allaient être repoussées de quelques mois. Donc, Avengers Doomsday va passer du 1er mai 2026 au 18 décembre 2026 et Avengers Secret Wars du 7 mai 2027 au 17 décembre 2027. Donc, des films de Noël ou dans le... C'est ça? Ouais, spécial, hein? On est loin des gros box-office d'été. Donc, en plus, la même semaine, puis je sais que ça va te plaire cette nouvelle-là, Simon, parce que les deux, nous sommes fans de ce type, dit d'annoncer que lundi dernier, là, ça c'était comme peut-être avant l'émission, mais je ne l'ai pas vu passer, que l'ancien animateur de fin de soirée, Conan O'Brien, allait se joindre à la distribution du prochain Toy Story 5. On dirait que tu l'as oublié, hein? Non, je pensais que tu allais dire qu'il s'était joint aux Avengers. Malgré que ça serait malade que Conan. C'est sûr, mais je verrais tellement. Qui tu penses qu'il pourrait incarner dans Avengers? Conan. Aïe. Banshee. Ça serait du genre... Ouais. Banshee est écossais, lui, il est irlandais. Fait que ça marche pas, je pense. Il est écossais, il me semble, Banshee?
Ouais, il est écossais. Il est écossais. Donc... Mais il pourrait jouer genre un agent de S.H.I.E.L.D., là, peu asshole, un sbire. Ouais. Puis donc, il va jouer un nouveau personnage qui n'a jamais été dans la franchise auparavant. Il s'appelle Smarty Pants, qui colle avec le style de Conan O'Brien, parce que Smarty Pants, c'est une expression anglaise qui veut dire qu'il est un peu un taquin. Là. Tu te penses, t'es taquin, t'es smartass. La sortie du film est prévue pour le 19 juin 2026. Donc, quand même d'un petit bout. Tu veux-tu que j'embraye sur une autre? Ouais, parce que j'ai pas grand-chose. C'est ça, c'est pas de problème. La semaine passée avec Johan, je sais pas si tu as écouté l'émission, mais on a parlé de la famille du regretté acteur James Earl Jones, la famille qui avait accepté que la voix de James Earl Jones, qui a incarné entre autres Darth Vader, soit utilisée avec de l'IA dans le prochain jeu Fortnite. En fait, la mise à jour, elle est disponible à ce jour et vous pouvez interagir avec un personnage qui est le personnage de Darth Vader. Donc, les interactions ne sont pas prescriptées et les réponses sont basées sur l'interprétation de James Earl Jones. Puis la semaine passée, on en parlait, on se dit, écoute, si la famille est d'accord avec ça, on voyait pas trop de problème. Mais j'avais comme quelque chose qui m'énervait un peu. Il me semble que je manquais un point là-dedans. Là. Puis j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Puis tu vois, cette semaine, ou la semaine passée, plus tard dans la semaine, on a appris que le syndicat des acteurs hollywoodiens, la SAG-AFTRA, a déposé une plainte contre Llama Productions. Ça, c'est une filiale de Epic Games, ceux qui développent Fortnite, qui allègue que la société a remplacé le travail d'un acteur, donc en utilisant de l'IA. Et c'est là où il y a quand même bas qui blesse. Parce que d'ailleurs, même la SAG-AFTRA a dit oui, on comprend, on respecte le droit des familles à vouloir utiliser l'héritage, si on veut, des acteurs qui ont trépassé, mais en même temps, il faut protéger nos membres actuels. Puis c'est là le problème. C'est sûr que la SAG-AFTRA allait le faire parce que ça crée un certain précédent. Puis de toute façon, il était en genre de négociation depuis plusieurs mois. On parle de 6 mois avec Epic Games. Puis semblerait-il que ça allait mal au niveau des clauses d'emploi, tout ça. Ils ont changé ça à la dernière minute et SAG-AFTRA a décidé donc de porter plainte. Et c'est ça. Ils ont spécifié qu'on est d'accord, on veut maintenir le droit que les familles peuvent faire, pas ce qu'ils veulent, mais pouvoir exploiter, si on veut, l'œuvre ou le legs des membres de leur famille, mais en même temps, il faut qu'on protège nos membres actuels, parce que oui, on a quelqu'un qui est décédé, sa famille donne le OK, mais ça enlève quand même la job à quelqu'un qui aurait pu peut-être la faire, tu sais, cette job-là, peut-être donner des répliques ou baser peut-être lui sa voix pour être utilisé comme par l'IA. Parce que quelqu'un actuel là, qui aurait pu en profiter. Puis pas juste l'entreprise qui en profite au final, puis les membres de la famille. Donc c'est un peu compliqué tout ça. C'est jamais blanc ou noir. C'est tout le temps, il y a plein de zones de nuances et de gris. Puis là, justement, la semaine passée, je me disais, il me semble que je manque un point. Puis la SAG-AFTRA l'a fait pour moi. Écoute, c'est leur job aussi en même temps. Fait que content qu'il l'ait réalisé. On va continuer avec toi, mon cher Simon. Yeah. Une petite nouvelle Blu-ray, il y a un coffret des films de Mario Bava qui va sortir chez Shout Factory. Bon. La collection a 12 disques, dont combien de films? Attends, on va checker ça ensemble. Il y a Black Sunday qui est là. The Girl Who Knew Too Much 2. Et The Evil Eye 3. Là, on me dit un Black Sunday, mais International Version. Oh non, excuse, Black Sabbath. Ouais, c'est vrai. c'est un autre de ces films. Kill Baby Kill. Il y a aussi Knife of the Avengers. Qui n'est pas les No Avengers. Non, c'est pas la même chose. Five Dolls for an August Moon. Roy Colt and Winchester Jack. Fait que je pense que ça, c'est un film de western. Ouais. Four Times That Night. On a Bay of Blood, Baron Blood, Lisa and the Devil, The House of Exorcism et le film Kidnapped. Donc 15 films, j'en ai compté 15. Quand même, c'est bon. C'est un gros coffret, ça. Qui doit être coûteux. C'est cher. Il est... Ouais, mais... correct, tu sais. Ouais, c'est abordable quand même. Qu'est-ce combien le prix? L'as-tu devant toi?
Non, c'est ça, je l'ai pas devant moi. Ah. Fait que je vais aller chercher ça. Faire ça, c'est la grosse radio. Tant qu'à faire, ben oui, de la grosse écoute, radio. Tant qu'à être on est un podcast de culture geek animé par des doutes blancs, écoute, il faut le moment où on n'a pas le choix d'aller checker quelque chose sur Internet, ça fait partie de la convention collective. Ben c'est ça. J'ai pas le choix. Mais écoutez, on va trouver ça. Ah ben c'est 250$. US. Ouais. Non, canadien. Canadien, ok, pas si peu. Un Canadien. 15 films. Puis, ouais, quand même. Puis aussi, ben, c'est Shout Factory. Fait que, habituellement, ils sont un peu. Dans les dernières années, ils étaient un peu cheap sur les extras, mais là, il y a quand même pas mal de stock. Peut-être pas pour tous les films, mais vous avez quand même beaucoup de commentaires audio et les trailers et tout ça. Mm-hmm. Si vous achetez le coffret sur leur site web, les 1000 premiers, il y a un petit livre de 52 pages. Les 1000 premiers, oh shit. Ouais. Avec plusieurs infos et du behind the scenes. Et ça vient avec un poster aussi. L'artwork de la boîte est quand même vraiment réussi. Puis Mario Bava est un réalisateur très visuel. Fait que c'est beaucoup des moods et des vibes, je dirais. C'est intéressant, tu sais, j'aime beaucoup son cinéma, mais j'ai pas tout vu, évidemment. Mais si vous aimez le côté très coloré du cinéma des années 60 et 70, même 50, je pense que ça vaut la peine. Là, il y en a 15, fait qu'il a dû en faire une trolley dans sa vie. Ah ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il y en a que j'ai vus qui sont pas là, dont Danger diabolique, qui est basé sur la BD italienne, qui était vraiment, vraiment bon. Mais c'est pas là. Sauf que, il me semble que Shout Factory l'avait déjà édité aussi. Fait que, est-ce que tu vas faire partie de tes achats? C'est quand même cher, 250$, là. Ouais, non, je pense pas. Mais peut-être que si un moment donné, je le trouve à rabais. Là. OK. C'est bon. Ouais. Je vais finir avec une petite nouvelle concernant Ryan Reynolds. Je sais pas si... T'étais-tu à l'émission qu'on a parlé du fait qu'il avait déposé où il est en train de travailler plutôt sur un pitch mettant en vedette les X-Men et Deadpool comme personnage secondaire? Non. Parce qu'il faut dire que Reynolds a quand même l'oreille de Disney. Sa trilogie des Deadpool a rapporté énormément d'argent, notamment le dernier, Deadpool Wolverine, ce qui est très bien. Et donc, maintenant, il travaille sur un pitch. Ça, je l'avais dit il y a quelques semaines de ça, sur un film de X-Men. Et il aurait aussi fait un autre pitch à Disney. Selon ce qu'il a dit dans The Box Office Podcast, il a fait un pitch d'un film de Star Wars côté R, donc pour un public 16 ans et plus. Okay. Parce que, bon, écoute, il semblerait que ça serait une manière, selon lui, pas nécessairement d'explorer Star Wars d'un côté de manière plus vulgaire, mais d'utiliser comme un véhicule pour l'émotion, ce que je suis pas nécessaire. En fait, que je suis pas mal d'accord, malgré le côté très grotesque et violent des films de Deadpool, la charge émotive des trois films était très là, était très présente. Donc, je serais curieux de voir ce qu'on pourrait faire avec Star Wars, avec un film côté R. Et comme on a des séries comme Endor, qui, sans briser complètement le moule, explore Star Wars d'une nouvelle façon, je pense que de nouvelles directions pourraient être envisageables pour un peu renouveler la franchise qui, malgré tout, peut être un peu stagnante. D'ailleurs, Tony Gilroy, je fais un aparté, qui avait développé Endor saison 1 et saison 2 et qui avait scénarisé Rogue One, qui finit par suivre la série Endor. Il avait déjà dit qu'il pensait que ce que Marvel, ou plutôt Disney, devait explorer pour la suite de Star Wars, c'est un film d'horreur. Un film d'horreur à part entière. Je trouvais ça intéressant. C'est une bonne possibilité. D'ailleurs, en roman dans l'ancien canon, dans les romans des anciens canons de Star Wars, il y avait un livre de zombies avec des Stormtroopers. Okay. C'est quand le canon est un petit peu whack puis ça allait dans toutes les directions. En tout cas, tout ça pour dire que Ryan Reynolds a proposé ce pitch-là à Disney, qui j'imagine a eu quand même une oreille très attentive pour son pitch. Il a quand même spécifié durant le podcast qu'il ne voulait pas nécessairement jouer dans le film, mais plutôt être producteur ou scénariste sur le projet. Donc, c'est pas nécessairement parce qu'il veut jouer dedans. Donc, je trouve que c'est une bonne idée. Je pense que c'est peut-être une manière d'exploiter la franchise d'une autre façon. Assurez-vous que vos enfants ne passent pas de Skeleton Crew à ce film-là si éventuellement il sort sur Disney+.
Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu voulais-tu racheter quelque chose? Non, j'ai pas, honnêtement. Je suis allé voir, Thunderbolt. Ouais, t'es allé? Ouais. Et ta cote? Très bon. Très bon. Très 4 bon. sur 5, 10 sur 10. Est-ce que c'est vrai que c'était dans les meilleurs Marvel qui sont sortis dans les dernières années? Ouais, ben c'est un des meilleurs de la phase post-Endgame. Je pense que le Spider-Man était bon avec les 3. Ouais, c'était très bon. Spider-Man. Shang-Chi était pas pire. Guardians of the Galaxy Volume 3 était excellent. C'était excellent. Doctor Strange était bien aussi. Ouais. Doctor Strange. Captain America était pas dégueulasse. Mais c'était très ordinaire. Ça aurait été un film très ordinaire de phase 2, par exemple. Ouais, c'est ça. C'était pas dégueu. C'était correct. Mais Thunderbolt était vraiment bon. Puis, je pense que c'est un film qui est beaucoup plus axé sur les personnages que sur l'action. Mm-hmm. Puis, ça fonctionne. Laisse-moi te poser une question sans qu'on spoil pour les gens à la maison qui l'ont pas encore vu. Mais est-ce que tu as l'impression... Parce que je pense qu'une des critiques avec lesquelles je suis sensiblement d'accord, c'est que la phase 4 feel comme si on y allait un peu à tâtons. Puis il n'y a rien qui se construit vraiment. Ou tout le monde n'a pas l'impression que ça se construit vers quelque chose ou que ça va aboutir vers quelque chose. Est-ce que ce film-là donne l'impression qu'on s'en va dans une certaine direction? Est-ce que tu as senti une direction pour ce qui va suivre par la suite? Ouais, mais au moins, c'est pas le focus du film. Mm-hmm. Okay. Mais oui, on prend quand même en considération les éléments d'avant et ce qui va arriver après. Ouais, j'étais un peu spoilé malheureusement par le compte officiel de Marvel. Je le dirais pas ici, mais j'étais très déçu. Puis une semaine après, là, ils ont même pas laissé le temps que... Non, c'est ça. J'étais un petit peu déçu. Mais j'ai hâte de le voir. Je suis très curieux. Y a-tu bien du monde qui est allé? Ouais. Mais je suis allé la semaine passée. Hey, je me suis gâté. Je suis allé au VIP Brossard. Oh mon Dieu, mon ancien hood. Ouais. Et mes expériences VIP étaient bonnes habituellement, mais celle-là, moins. Juste parce que tu sais comment tu peux te faire livrer ta nourriture avant que le film sorte, avant que le film commence. Ouais. Mais là, le film était commencé, puis il y avait encore de la bouffe qui se faisait livrer. C'est le fun pour une expérience cinématographique, ça. Puis les gens étaient... Fait que, tu sais, la première scène, j'étais comme, voyons, câlisse, voyez-vous. Oui. C'est pas supposé être ça, justement. Vous avez dit, on n'envoie pas la bouffe quand le film est commencé, puis là, c'est ça qui arrive. C'est ça qu'il faisait. Ouais. Fait que j'étais un peu gossé, mais à part ça, c'était bien. Ça. OK. Puis c'est quoi ton expérience au niveau, est-ce que les gens parlent dans le VIP ou au contraire, c'est des adultes qui ferment leur gueule? Non, c'est du monde qui écoute le film. Bon, tant mieux, fait du bien ça. Ouais. Fait du bien. Bon. Moi, j'avais pas mal passé au travers mes nouvelles, Simon. Je veux remercier encore les gens qui se sont présentés samedi au Get Together des Mystères Étonnants au Boudoir. C'était sympathique de vous voir. Puis aussi aux organisateurs du festival, même s'il y a plus, je sais que c'était une déception pour plusieurs, mais malheureusement, bon, les organisateurs ne peuvent pas avoir contrôle sur la météo, qu'importe ce que disent certains représentants républicains, c'est pas possible. Donc, mais ils ont travaillé fort. J'étais allé à la soirée de lancement jeudi et la remise des prix BDListe, c'était vraiment cool. Notre ami Laurent Boutin a d'ailleurs présenté un prix, le dernier prix de la soirée. Et il y avait aussi notre auditeur, Blaise, qui était présent, qui a aussi présenté un prix. Son jury, à lui, ont lu 800 bandes dessinées à eux seuls durant la dernière année. Fait que c'est quand même assez intense. Mais ils ont travaillé excessivement fort. Et durant la soirée karaoké qui a suivi, à laquelle j'ai malheureusement pas pu assister parce que je travaillais le lendemain, on a utilisé la tête de Laurent Boutin pour suivre les chansons qui étaient projetées sur l'écran gigantesque du Club Soda. Voilà, imaginez, la petite balle était remplacée par la tête de Laurent. C'était très, très, très comique. J'ai croisé quelques gens qui suivent les Mystérieux du Tonnant. J'ai vu Jake qui était là aussi. C'était bien le fun. Le week-end, même s'il a été, disons, la température était dégueulasse, j'ai quand même trouvé mon compte. Puis j'espère que vous aussi, vous avez pris le temps d'y aller. Surtout dimanche, je sais qu'il y a un moment où il faisait soleil. Donc, c'est un peu plus facile pour visiter les différents kiosques et de ne pas acheter des livres moites et gondolés. Quoique, quand même, les gens étaient sous des chapiteaux, donc c'était pas si pire que ça. Mais on n'a pas le contrôle là-dessus. Malgré tout, je pense que les gens étaient satisfaits. Puis j'ai hâte de revoir le festival l'année prochaine pour la 15e année.
15e année de festival, c'est drôle, durant le week-end, je parlais justement avec Jake et autres, puis on se remémorait les premières éditions au Parc La Fontaine, puis à quel point c'est devenu quelque chose d'autre depuis. Je pense qu'il était au départ peut-être un événement d'initiés qui était dédié aux gens qui savaient qu'il y avait quelque chose qui se passe dans le Parc La Fontaine. Maintenant, c'est quelque chose qui est quand même au cœur de la ville de Montréal, entre Roy et Guilford, en pleine rue Saint-Denis. Je connais pas d'autres festivals qui font ça de cette façon-là. Puis on va leur souhaiter longue vie et succès pour l'année prochaine. Donc bravo à l'organisation du FBDM, en espérant vous y voir l'année prochaine également. Donc, on va prendre une petite pause, Simon. On va parler de la bande dessinée de la semaine dans quelques instants, mais juste avant, je fais les annonces habituelles. Si vous voulez encourager les Mystérieux Étonnants, faire en sorte qu'on est capable de garder les lumières allumées, on a un Patreon. Oui, comme tous les Patreons, comme tous les podcasts, on a un Patreon. Donc, il y a un lien dans le descriptif de l'épisode pour l'équivalent d'un café par mois. Faites en sorte que l'on existe. Le lien est aussi disponible non seulement dans le descriptif de l'épisode, mais aussi sur notre site Internet. Vous pouvez vous inscrire pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, arrêter, recommencer quand vous voulez. Et en échange, vous avez des goodies. Un podcast exclusif qui s'appelle Bifurcation. En ce moment, on est en train de conclure un cycle dédié à Paul Verhoeven. Les 2 derniers épisodes qui sont sortis, c'était Showgirls, que j'ai bien aimé. J'en avais parlé. J'avais bien aimé ça. Je comprends pas le hate, en fait. Je comprends le caractère c'est très caricatural, mais j'ai vraiment trouvé mon compte. Là. Je trouve que les gens étaient très sévères avec le film et la performance de l'actrice principale. Et là, on vient d'offrir hier le dernier épisode, c'est sur Starship Troopers, un autre film de Paul Verhoeven, excellent film. Le prochain, c'est Hollow Man. Oui, Paul Verhoeven a réalisé Hollow Man, j'avais pas réalisé ça. C'est vrai. Et donc, c'est ça qui s'en vient. On va enregistrer ça prochainement. En échange également de votre contribution, vous avez accès au Discord des Mystérieux Étonnants. C'est comme Internet, mais sans trop de cul. Donc, quand vous vous abonnez au Patreon des Mystérieux Étonnants, écrivez-moi directement à travers la plateforme, puis je vais vous envoyer le lien vers le Discord. Ça ne se fait pas automatiquement. Sur le Discord des Mystérieux Étonnants, il y a plein de choses. Des gens partagent des découvertes, discutent de plein de sujets. C'est vraiment une belle communauté. On écoute, entre autres, la lutte parfois le dimanche. Comme hier, on a écouté un événement pay-per-view de la JCW. J'ai un peu décrit tout ça en émission à Simon. Un genre de ligue semi-indie, mais qui a quand même des moyens. C'est complètement éclaté. C'est vraiment divertissant. C'est Gab qui organise les soirées dimanche de lutte et c'était, ma foi, incroyable. La semaine passée, on avait écouté aussi un autre événement tiré de JCW, du WrestleMania Weekend. On avait écouté le Effie's Big Gay Brunch qui met en scène surtout des lutteurs et lutteuses de la communauté LGBTQ+. Puis c'était aussi très divertissant. À la fin, ça finit avec un speech, ma foi, très senti des deux qui s'affrontaient à la fin, dont Effie. Et c'était Black Sheik, je pense, celle qui affrontait Effie. C'était beau. C'était vraiment beau à voir. Donc, tu sais, pour un sport qu'on a beaucoup associé à des matchs shows, il y a beaucoup de geeks dans la lutte. Vous regardez les costumes, d'ailleurs, un peu partout dans la lutte qui sont inspirés de la culture populaire. Il y en a énormément. Et oui, Tuggy, je t'entends, il y a aussi des costumes inspirés de Warhammer. Je te confirme. Donc, c'est ça, c'est une belle communauté Discord. Vous faites en sorte, avec contribution, qu'on peut justement produire les Mystérieux Étonnants, mais aussi faire Taruman Cheese d'or. D'ailleurs, vous autres, vous êtes sûrement sur le bout dans un temps d'enregistrer d'autres épisodes, j'imagine. Oui, ben là, Étienne a fini sa session, donc ça va être plus facile de le voir et d'enregistrer des affaires. Terre Kaiju, il se passe quoi avec ça? Ça, il faut demander à Jake. D'accord. Faudrait que Jake, faudrait que tu viennes au moins une fois par mois. Au moins une fois par 2 mois. Viens au moins, là. De temps en temps. T'sais, là, on est tous occupés, on est capable. Là. Tu peux venir à l'émission. Puis si tu viens à l'émission, moi, c'est moi qui paye le taxi. Yeah. Tu embarques avec Simon. Fait que, regarde, quand tu viens, puis tu repars. T'as même pas besoin de te déplacer. On va te traîner dans une chaise roulante. Puis Noël chez Isidore aussi, qui est disponible sur le site internet des Mystérieux Étonnants, mais toutes les autres plateformes. D'ailleurs, on est sur toutes les plateformes de podcasts, Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants. Presque toutes les archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site internet, sauf les 100 premières parce que c'est de la calice de merde. Puis sinon, on est sur Facebook, Instagram et les autres plateformes de bullshit, mais on est surtout sur Discord. On revient dans quelques instants avec le sujet de la semaine, Phoenix Volume 1, Orbital Resonance, Simon. Je te garantis. OK, on revient dans quelques instants.
Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, on va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée de Marvel Comics, Phoenix Volume 1 Orbital Resonance de Stephanie Phillips et Alessandro Miracolo. Super de bon nom. Donc, c'est après les événements de, c'est quoi, The Fall of X, Ashes of Genosha, comment c'est quoi, pas Genosha, Tout Krakoa. Krakoa, c'est cette affaire. C'est ça. Donc, la chute de la nation mutante. Donc, on est quand même relativement récemment, on est quand même... Comment je peux dire ça, tabarnak? On est relativement récent dans le canon des X-Men. Donc, on suit Jean qui a embrassé littéralement et complètement le rôle du Phoenix, cette force cosmique qui s'empare d'elle de façon régulière dans le canon de Marvel depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc, elle a décidé maintenant de quitter pour l'instant les X-Men et de devenir un genre de super-héros de l'univers cosmique de Marvel. Hein? Ouais. Ça. Et ce univers-là cosmique, on va le rappeler, il est excessivement vaste. Pensez un peu au film de James Gunn, de Guardian of the Galaxy. On n'est pas très loin. Là. Oui, il y a de l'espace, il y a des extraterrestres, il y a des différents empires intergalactiques, mais il y a des créatures qui sont... c'est peuplé aussi de créatures qui sont des demi-dieux, des entités cosmiques. Quand on parle de l'univers cosmique de Marvel, c'est pas juste l'espace, mais bien cosmique au sens plus large de la chose. C'est tout un panthéon de créatures et d'ennemis et de héros. Donc... Jean Grey décide de devenir le Phoenix. Bien sûr, les gens de la galaxie la connaissent comme une force aussi de destruction parce que le Phoenix est bien connu des peuples qui peuplent l'espace. Donc, elle les craint. Donc, elle essaie de changer un peu ce rôle, ce regard-là que les gens ont sur elle, aussi en essayant de garder le contrôle du Phoenix parce qu'elle-même, elle a un peu peur de perdre les pédales comme elle l'a déjà fait par le passé. Mm-hmm. Et donc, en sauvant les résidents d'une prison à l'aube d'un trou noir, il y a un dieu qui finit un dieu dans le sens, comment je pourrais dire ça, très Kirby-esque de la chose, qui s'évade de la prison. Pericus, et qui atterrit finalement sur une planète à proximité où les gens voulaient un culte, je pense que c'était au soleil. Il finit par tuer le père d'une jeune cultiste qui s'appelle Adani et il décide de la recruter comme sa protégée. À savoir pourquoi, c'est pas très clair, mais même Adani, à travers sa narration, il dit c'est pas un geste de miséricorde, c'est pas un geste de pitié, il y a un agenda là-dedans, mais elle finit par le suivre malgré tout parce qu'elle blâme le Phoenix pour la destruction ou la mort plutôt de son père, même si c'est Pericus qui finalement l'a assassiné devant elle. Elle, de son côté, Jean Grey est, comme je pourrais en dire, rejoint par Corsair. Oui. Le père de Pirate de l'espace, son beau-père, qui décide... Son beauf, qui décide de lui dire il y a des gens qui... beauf, c'est beau-frère. Ah, pas son beauf, son beau-père. Son beauf. Qui décide de la recruter parce qu'il dit il y a des gens qui disparaissent d'une planète à proximité qui s'appelle Game World. Puis tout ça est lié à The Black Order, qui sont les sbires de Thanos. Fait qu'elle est entraînée là-dedans. Puis Jean Grey va combattre, entre autres, Gore, le God Butcher, qui était un excellent personnage dans la run de Jason Aaron de Thor. Mm-hmm. Et elle va même rencontrer Eternity, une entité cosmique parmi tant d'autres dans l'univers de Marvel. Et il y a le Conseil de l'espace qui la craint, donc qui veulent essayer de la contrôler avec son émergence. Puis ce qu'elle fait avec ses pouvoirs. Exactement. Donc, on rappelle qu'on spoil en la partie d'émission. Si vous n'avez pas lu la bande dessinée et ça vous intéresse, faites pause et revenez au show quand vous l'aurez fait. Mais sinon, on va en parler et on risque de spoiler. Toi, pour commencer, là, Simon, est-ce que tu as aimé Phoenix Volume 1, Orbital Resonance? J'ai beaucoup plus aimé ça là que quand je l'ai lu quand ça sortait. Je pense qu'un numéro par mois parmi toutes les séries de X-Men, je lis un numéro, puis là, je suis comme... À chaque numéro, je me demande, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Mais là, de lire d'une shot, j'étais pas mal plus investi dans ce qui se passait. L'espèce de quête de Jean Grey parmi comme son... Elle veut pas perdre son humanité tout en étant une déesse. J'ai beaucoup aimé ça, puis l'art est magnifique. Oui. Je pense que c'est une des meilleures séries du relaunch de X-Men. Okay. Mais même si c'est pas tant
X-Men-centric. C'est vraiment l'exploration d'un personnage qu'on connaît depuis des années. Puis j'aime vraiment ce que l'autrice fait. J'ai pas lu ce qui se fait en ce moment chez les X-Men, mais je peux comprendre que si tu le lisais une fois par mois, pardon. Ouais. C'est quand même une série qui est, surtout le premier volume, de 5 numéros. C'est très lent. Ça prend un certain moment avant que ça prenne un rythme puis que ça semble avoir une direction concrète et solide. C'est peut-être ma seule critique des 5 numéros que moi j'ai lus. J'aurais aimé ça que je sois plus hook encore à la série. Ouais. Mais je suis quand même intrigué à savoir où est-ce que ça s'en va, qu'est-ce qui va avec Jean Grey, puis comment on va aussi exploiter ce personnage-là qui est quasiment indestructible. Le Phoenix, c'est une force... je dis pas que c'est infini, mais elle peut comme bouffer des soleils. Là. Son niveau de pouvoir est quand même assez infini. Contrôler des black holes. Ouais, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, comment ils vont écrire ses aventures, comment ils vont la faire affronter des personnages qui peuvent lui faire face. Je suis très intrigué de voir ça. D'ailleurs, c'est pas pour rien que je pense que Thanos est tranquillement introduit dans l'histoire, quoiqu'il n'a pas fait une grosse apparition pour l'instant dans les volumes, dans les séries, dans le numéro qu'on a lu, pardon. Mais ouais, je suis bien intégré. Je suis d'accord avec toi, par contre, que l'art est superbe. Mais avant d'en parler davantage, juste une petite question. Ouais. Où dans le canon des X-Men, avec la chute de Krakoa, est-ce que Jean Grey a récupéré ses pouvoirs de Phoenix? Ça fait quand même un bout. Il me semble que vers la fin de Krakoa, une fois, parce qu'elle se fait... Tabarnak, OK. Il y a du canon, hein? Est-ce que ça revient, là, tranquillement? PTSD. Je sais que vers la fin, Jean Grey meurt, mais en revenant avec toute l'espèce de... l'esprit, je crois, de plein de mutants, l'ont fait renaître comme un phénix. Donc, ça revient. Et là... c'est ça, je me demande, parce qu'il me semble qu'elle l'avait pas au début de tout le Krakoa. Puis c'est vraiment vers la fin qu'elle l'a. Mais, tu sais, concrètement, comment ça revient, il faut falloir que je leur lise. Là. Ouais, mais de toute façon, écoute, le Phoenix n'a pas vraiment besoin de raison pour être là. De temps en temps, il pop, puis de temps en temps, il se lie à Jean Grey. Parce que pendant Krakoa, c'était Echo qui l'avait, le Phoenix. Ah, c'est un autre personnage qui avait, le Phoenix. Puis c'était même pas un personnage des X-Men. Non, Echo comme le personnage de la série Disney+. Ouais, c'est ça. Ce qui était un peu controversé, mais en même temps, c'était intéressant, mais je pense que le vrai Phoenix revient toujours à Jean Grey. Bien parce sûr. que c'est elle. Ça fait partie de la game. Puis là, il est de retour avec Scott. Ouais. Ils sont un couple. Ben, ils ont toujours... pendant toute Krakoa, ils étaient ensemble aussi. Ok, j'étais pas sûr à quel point c'était le canon. Là. Ouais, c'est ce qui est plus canon, ou en tout cas, ce qui parle plus, c'est que est-ce qu'ils sont en trouble? En trouble avec Wolverine. Ça a été sous-entendu, mais je pense pas que ça a été reconnu officiellement. Non. Ça aurait dû. Ça aurait dû, on était une autre époque. Écoute, regarde, puis je pense, quand on dit sous-entendu, c'est que je pense que c'était quoi? C'était un plan de leur maison? C'était un plan de leur maison, une couple de commentaires de Wolverine, puis de Scott, mais... Puis on voyait dans le plan de la maison que la chambre de Scott, la chambre de Wolverine communiquait à celle de... Ouais, puis c'était un petit clin d'œil, ouais, c'est ça. Ouais. Mais revenons à nos moutons. Oui. Ou plutôt au Phoenix. J'ai beaucoup apprécié le moment où Grog, que je m'attendais pas à le voir dans la série, qui est un personnage que j'avais beaucoup aimé de la run de Thor de Jason Aaron, affronte le Phoenix, justement. Puis elle, comment elle finit par s'en défaire, c'est en le transformant en soleil. Ouais. Puis là, j'ai l'impression que c'est là où elle décide d'embrasser complètement le rôle du Phoenix et passer pratiquement à une autre vibration, parce qu'elle a une invitation à rejoindre les dieux cosmiques de l'univers de Marvel. Ouais. Et j'ai l'impression qu'elle aura un choix à faire. Exactement. Ouais, il y a ça, puis le fait justement qu'elle a pris un ennemi qui tue des dieux. Les dieux. Et l'a transformé en soleil qui donne la vie. Le Conseil galactique n'est pas d'accord. Non. Dont Gladiator, qui est comme l'espèce de bodyguard des chiards. Ouais, c'est que le mohawk mauve. Là. Ouais, qui à chaque fois que je le vois dans une BD, tu sais jamais, OK, si ça va
va-tu être un asshole ou ça va être un héros? Il change tout le temps de bord. Il est tout le temps. Ouais, il est très bipolaire, ce personnage-là. J'ai pensé à la même chose en le lisant. Puis en plus, c'est pas comme s'il n'y avait pas un historique avec les X-Men et Jean Grey. Ben ouais, c'est ça. Ben bon, qu'est-ce que tu veux? Mais j'ai beaucoup aimé, c'est ça, l'espèce de elle qui veut vraiment garder son humanité. Mais, tu sais, avec ce qu'elle fait, c'est comme... ça va de plus en plus en plus difficile. Puis, tu sais, je pense que, comme tu dis, la BD est un peu... C'est lent, puis peut-être qu'il manque moins... Il manque un hook clair, tu sais. Oui, exact. Mais je pense que c'est que pour une fois, la série Phoenix, ils veulent que ça dure longtemps. Souvent, c'est le genre de série... C'est une mini-série, genre. Ouais, c'est ça. Mais là, ils veulent vraiment en faire un titre. Fait que je pense que c'est pour ça que, tu sais, c'est des éléments tranquilles qui arrivent. C'est ça, c'est que, tu sais, pour un trade, tu fais comme, ah, OK, mais il manque quelque chose. Tandis que si tu te dis, ah, ben, il va y avoir plusieurs trades. Fait que, tu sais, ça va être une histoire qui va durer longtemps. Plusieurs années, au moins, au moins un an. Ouais, c'est ça. Au moins, au moins 12 numéros, ça serait bien. Mais je comprends ce que tu veux dire. On dirait que c'est le genre de personnage qui a habituellement une mini-série où de temps en temps, elle va popper, mais qui va pas rester longtemps. Ouais. Puis éventuellement, il va y avoir un retour au statu quo, puis Jean Grey va redevenir Jean Grey à part entière, va retourner sur Terre, puis les X-Men, puis c'est correct. Mais ouais, j'avoue que je comprends là, qu'ils ont un plan, puis qu'ils prennent le temps de mettre les éléments. Puis déjà, tu commences à les voir, l'implication du Black Order, le personnage de Adani, qui pour l'instant a juste un genre de... C'est pas trop clair à savoir c'est quoi son implication dans l'histoire, puis pourquoi on l'utilise. Mais c'est quand même son point de vue qu'on a souvent. Oui, c'est elle qui explique la narration, exact. Ça, je trouvais ça quand même assez unique, c'est le fun. Pericus a clairement un plan. Ouais. J'aime aussi qu'on explique que aucun pense qu'ils peuvent la défier directement. Il n'y a personne qui peut se battre et gagner contre le Phoenix. Fait que ce qu'ils veulent faire, c'est de la contrôler. Ouais. C'est mentionné, mais il dit qu'on n'a pas encore découvert dans ces numéros-là comment et pourquoi. Ben, pourquoi on le sait, mais comment. Fait que je suis intrigué de voir ça va être quoi l'astuce. Puis comment... c'est un peu la même... C'est bizarre parce que je le lisais, je me disais, comment tu peux écrire une série de Phoenix? C'est un peu le même problème auquel est confronté les gens qui écrivent Superman. Il est tellement puissant, il est tellement indestructible. Comment tu t'écris une histoire pertinente semaine après semaine, mois après mois, année par année, après année? Ben, c'est le personnage de Clark Kent qui est aussi intéressant. Je pense que si ça n'avait pas été du fait que c'est Jean Grey, je pense pas que j'aurais été aussi intrigué à savoir ce qui s'en vient pour la suite. Mais étant un fan du personnage... Et là, j'ai hâte de voir où est-ce qu'elle va aboutir, parce qu'est-ce qui va lui arriver. Ça avait tout autre X-Men qui avait le pouvoir, puis on a fait une mini-série avec, parce qu'il nous a été présenté. Pas si certain que j'aurais été autant intrigué pour la suite. Ça fait du sens? Oui, ça fait du sens. Mais sinon, l'histoire est vraiment belle. Le dessin, plutôt, est très, très beau. Oui, vraiment. Ils ont mis le paquet, c'est une super de belle équipe. Il y a beaucoup d'expressions faciales. J'allais dire ça, exemple. Les personnages sont très expressifs. Tu le sens, le corsaire, là, c'est un smart ass. Ah oui, c'est un smarty pants, comme Conan O'Brien. C'est un petit vilimeux. Ouais, puis tu le vois aussi, elle, quand elle est comme un peu tannée, là, puis gossée. Puis tu sais, elle a jamais de break parce qu'il y a toujours des appels de détresse dans sa tête. Ouais. Mais aussi, j'aime beaucoup la relation qu'elle a avec Scott dans cette BD-là. C'est comme, c'est ma blonde, elle est en train de vivre des affaires. On fait juste se parler de temps en temps. Par télépathie, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, ils sont à des milliers d'années-lumière, tu sais. En tout cas, j'imagine. Oui. Mais c'est juste tu sais, elle qui est en train comme de voler dans l'espace, puis lui qui fait son petit café dans sa base. Là, je sais pas, je trouve ça le fun. Ben, c'était une manière d'établir aussi leur statu quo, tu sais, dans le sens qu'ils sont encore ensemble, sont encore en amour. Ils se le disent d'ailleurs en même temps. Sauf que, tu sais, en tant justement que bon amoureux, lui, il donne l'espace, littéralement l'espace qu'elle a besoin. Elle a besoin d'aller au bout de cette mission-là qu'elle s'est elle-même donnée.
je trouve que ça fait du bien parce que tu vois, moi, les dernières histoires que j'ai lues de Scott et de Jean, là, tu sais, je te dirais là, les plus récentes, puis pourtant ça a comme presque 20 ans, là, c'est les moments où ça allait pas très bien à la fin de New X-Men, au début des années 2000, tu sais, où est-ce qu'il l'a trompé de façon cérébrale parce que c'est dans un univers imaginé avec Emma Frost, puis par la suite, lui a été avec Emma Frost pendant qu'elle a été morte pendant plus qu'une dizaine d'années quand même. Fait que de revoir que maintenant ils sont encore ensemble et qu'ils s'aiment, en tant que fan des X-Men ou de l'univers de Marvel, j'étais content d'avoir au moins cette petite mise à jour-là en début de série. Puis, tu sais, comme, OK, là, après la vie, ses affaires on the side, l'implication de Captain Marvel plus tard aussi, qui est un autre personnage qui évolue dans l'univers cosmique de Marvel. C'était bien de l'avoir là. Ouais, c'est juste, je suis intrigué. Je suis curieux de voir aussi, justement, avec Jonathan Hickman qui est en train de... qui veut refaire un peu le monde cosmique de Marvel. Ouais, comme il l'a fait avec les X-Men. Imperium, c'est sa série qui veut relancer, je pense, l'univers cosmique de Marvel. Ouais, c'est ça. Je suis curieux de voir comment ça va affecter le titre et le personnage. Ouais, puis c'est ça, tu sais... Il n'y a pas tant de... Il y a eu un mini-event dans les X-Men, mais je pense pas qu'elle était là-dedans parce que justement, elle doit être en train de combattre des dieux. Ouais. Fait que... T'as-tu lu ce qui a été publié après les 5 numéros? Ben, je les ai lus quand ils sont sortis, puis à un moment donné, j'ai arrêté. Fait que je me souviens plus ben, honnêtement. Fait que c'est ça, j'allais demander si la série prenait du rythme un peu. C'est ça, je pourrais pas te dire. C'est loin. Parce que mon rythme était tout le temps coupé par plein d'autres numéros. Plein d'autres affaires. Fait que, ouais, t'en es pas mal en même temps. Fait que moi, je dirais que je recommande la série de ton côté, Simon. Est-ce que tu l'as fait? Oui. Si vous voulez de quoi, de cosmique et de X-Men, je pense que c'est un bon personnage à suivre et c'est une bonne série avec des beaux dessins. Yes. Voilà. C'est du gros Marvel. Si en plus vous voulez lire du X-Men, ça vous tente pas de lire 25 000 numéros connectés. C'est son propre petit truc de son côté aussi. Il faut que tu connaisses un petit peu ce qui s'est passé auparavant, là, mais dans les grandes lignes. Pas besoin d'avoir lu l'ère Krakoa au complet pour comprendre ce qu'on en est. Puis ouais, je dirais que c'est un bon, comme on dit, jumping point peut-être pour suivre le personnage. Puis j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer avec elle. Cool. Ben merci Simon. Merci à vous autres à la maison. Merci à ceux et celles qui ont laissé des messages vocaux cette semaine. Je vous invite à donner un message, vous envoyer un message vocal pour la semaine prochaine. C'est la 900e des Mystérieux Étonnants. Donc, le lien est dans le descriptif de l'épisode. Ça vous intéresse. Excuse-moi, il y a du bruit vraiment comme qui vient. Tu l'entendais pas, là, mais que ça vient de me déconcentrer complètement de mes voisins. OK. C'est comme si quelqu'un avait sonné à la porte et lancé un enfant sur un mur en même temps. Ouais. OK. Donc, c'est ça, laissez un message vocal pour la semaine prochaine, pour la 200e. Je vais être avec notre ami Johan Caroussel, et on va les passer durant l'enregistrement du 900e qui est là. T'sais, on va souligner la 900e, on n'en fait pas nécessairement un gros cas non plus. C'est une petite célébration, le fun. Ça va être Johan et moi et les messages que vous nous aurez laissés, en plus de ceux que j'ai pris durant le Festival BD Montréal au courant du week-end. Faites attention à vous autres, puis on se revoit la semaine prochaine. Bye. Ciao. Bye bye.